Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je vais me pencher sur le personnage de Jane Doe dans le film The Autopsy of Jane Doe réalisé en 2016 par André Øvredal. Interprétée par Olwen Kelly, Jane Doe est en fait le cadavre d'une jeune femme dont on ignore la véritable identité, mais dont on va suivre l'autopsie réalisée par deux médecins légistes, un père et son fils. Le truc, c'est que cette Jane Doe, elle ne présente aucune blessure qui pourrait expliquer sa mort, et que bientôt des phénomènes étranges vont commencer à se produire dans la morgue. Contrairement au personnage de Rebecca dont je vous parlais dans une précédente vidéo, Jane Doe, elle est bien présente à l'écran. Mais en sa qualité de cadavre, elle ne bouge ni ne parle jamais. Elle n'en reste pas moins fascinante par bien des aspects. Et pour expliquer mon axe, il va falloir que je commence à spoiler dès maintenant, alors malheureusement c'est ici que vous nous quittez si vous n'avez pas vu le film. Pas loin de la fin du film, Tommy et Austin finissent par comprendre que Jane Doe est en fait un cadavre vieux de plusieurs siècles, et qu'il est celui de l'une des victimes de l'affaire des sorcières de Salem. Petit rappel au cas où, à la fin du XVIIe siècle à Salem, une vingtaine de personnes, dont une majorité de femmes, furent accusées de sorcellerie, torturées et exécutées pour que dalle, comme un nombre astronomique de femmes à travers l'histoire lors des chasses aux sorcières et notamment depuis la Renaissance. Pour plus de détails sur les procès de Salem, je vous renvoie à l'excellente et impressionnante vidéo de culture sur le sujet. Bref, ce qui m'intéresse moi, c'est la manière dont ce personnage, emblématique de l'oppression des femmes lors des chasses aux sorcières, va incarner une rébellion féminine à travers un corps mutique et immobile, qui fait lui-même écho à la condition des femmes dans la société. J'ai eu envie de faire une vidéo sur ce personnage après avoir écouté un épisode du podcast des Final Girls sur le film. Alors il est vraiment passionnant, donc si vous comprenez l'anglais, je vous encourage à l'écouter, je vous mets le lien dans la description. Et donc s'il y a des choses que je dis dans cette vidéo qui ressemblent un peu à ce que vous pourrez trouver dans le podcast, c'est normal et je revendique complètement cette inspiration. La première chose qui frappe quand on voit le film, c'est la manière dont Jane Doe s'octroie le statut de personnage principal alors qu'elle ne bouge pas d'un poil de tout le film. Pourtant, c'est bien le point de vue des deux médecins légistes qu'on va suivre, et c'est d'abord à eux qu'on s'attache. Mais la mise en scène va tout faire pour placer Jane Doe au centre du film, et faire que les deux médecins légistes gravitent autour d'elle, un peu comme une prolongation de la situation de base, à savoir deux médecins légistes qui s'affairent autour d'un cadavre, placé au centre de la pièce, dans la lumière. Dans cette idée, on note que Jane Doe bénéficie de types de plans d'habitude réservés aux personnages principaux. Il y a notamment les moments où on la découvre. Par exemple, dans la première séquence, on a ce plan assez étonnant où, de par l'expression sereine et les yeux clos, par la posture nonchalante mais fière et de par la lumière très directionnelle en plein sur le visage, on a l'impression de voir un plan beauté. C'est-à-dire le type de plan fait pour présenter l'héroïne canon d'un film et faire état de sa beauté au spectateur. Cet effet très classique est contrebalancé par la musique stressante et le fait que son visage soit encadré par de la terre, qui nous rappelle bien qu'il s'agit quand même d'un cadavre. On est un petit peu désarçonné par ce mix, il n'empêche que ce type de plan, surtout placé en tout début de métrage, est d'habitude réservé au personnage principal. Et on poursuit sur cette lancée la première fois que Tommy la voit à la morgue. On a à peu près le même effet dans ce gros plan sur son visage lors de l'ouverture du sac mortuaire, qui nous rappelle la découverte du corps de Laura Palmer dans Twin Peaks, autre héroïne décédée avant même le début de l'histoire, et pourtant omniprésente. Au-delà de ça, il y a aussi pléthore de gros plans sur son visage pour nous accrocher à cette beauté mystique. Et puis ça passe aussi par le blason. Le blason, c'est une forme de poème populaire au XVIe siècle qui visait à célébrer la beauté d'une femme en décrivant certaines parties de son corps. Et bien lorsqu'Austin la prend en photo sous tous les angles en décrivant ce qu'il voit, c'est une sorte de blason filmique à la sauce croque-mort qui cristallise encore la beauté de Jane Doe dans la mort et lui confère son caractère mystique. It appears normal, no outward signs of bleeding or bruising, no scarring, no distinctive external markings. On note aussi l'usage des regards caméra de Jane Doe, qui place le personnage sur un piédestal, et dans un monde à part, paranormal, puisqu'elle traverse le 4e mur, et que pour s'adresser à elle, il faut le traverser aussi, comme le fait Tommy dans cette scène. I won't fight you. But please. Please. Don't hurt him. Je parlerai aussi de ce plan, lors de l'ouverture du sac mortuaire, où Jane Doe se dessine en une forme géométrique qui contribue à la perfection qui l'élève au-dessus du rang de cadavre. Surtout en comparaison des autres cadavres qu'on a pu voir dans le film, qui sont quand même bien dégueux. Elle est bien plus la statue en marbre d'une déesse qu'une morte en décomposition. Bon alors tout ça c'était pour dire que du début à la fin, malgré sa condition de cadavre, elle brigue le rôle de personnage principal, et d'ailleurs elle apparaît avant Tommy et Austin, et elle perdure à l'écran après leur mort. Mais tout cela ne va pas sans un revers de la médaille plus réaliste sur la condition des femmes. En parallèle de tous ces gros plans qui nous donnent constamment l'impression que Jane Doe va parler et bouger, le film va constamment nous rappeler qu'elle est avant tout un corps, ce qui est très signifiant dans un monde où les femmes sont justement beaucoup trop réduites à leur corps.
Mais le metteur en scène est bien plus malin que ça. Il ne va pas sexualiser le personnage, mais il va régulièrement la ramener au statut de corps, mais de corps comme amas d'os et de chair. Ce qui est très intéressant pour parler d'une victime de torture. Parce que la torture, c'est bien une pratique qui consiste à réduire un individu à son corps et à la souffrance qu'il peut éprouver, afin d'annihiler son esprit et de nier son humanité. Et donc effectivement, en parallèle de tous ces gros plans sur le visage de Jane Doe qui lui donnent de la puissance, le film est aussi submergé d'images de l'intérieur de son corps, où ses organes, sa peau, ses os et toutes les marques des sévices qu'elle a subis sont filmés dans une insistance qui contraste avec la pudeur avec laquelle est filmé l'extérieur de son corps. Et du coup, là, on retombe dans la soumission du personnage. Mais en passant, la pudeur avec laquelle est filmé l'extérieur de son corps est très bienvenue. Et effectivement, le cadrage, le floutage et la surexposition permettent d'éviter toute sexualisation mal placée du cadavre, et en ce sens, le film est bien plus respectueux qu'un tas d'autres films d'horreur. Et d'ailleurs, lorsque le personnage d'Emma se fait assassiner, la mise en scène ne se complaît pas en gros plan sur sa blessure ou sur une souffrance exacerbée, et en ce sens, on est bien loin d'un tas de films d'horreur qui dressent un parallèle douteux entre mort d'un personnage féminin et voyeurisme à connotation sexuelle. Et à ce sujet, je vous conseille cet excellent article du blog Bon Chic Bon Genre. Mais pour revenir à nos moutons morts, la répétition des très gros plans sur l'intérieur de son corps est bien pensée, parce que pour Tommy et Austin, il ne s'agit que de faire correctement leur job, alors que pour Jane Doe, c'est une continuation des tortures qu'elle a subies de son vivant. Everything they did to her. Everything we've done to her. She can feel it. Par exemple, lorsqu'il découpe sa boîte crânienne, les plans sont très intrusifs, et ils vont de pair avec des gros plans sur son visage pour nous faire comprendre qu'elle est en train de ressentir la douleur et qu'intérieurement, elle est sûrement en train de leur crier d'arrêter. Et c'est la même chose quand il découpe sa cage thoracique. Et là, il me semble qu'on arrive à une belle métaphore d'une situation que l'on rencontre pas mal de nos jours, à savoir des gens qui ne se rendent pas compte que, même en étant de bonne foi, ils agissent au sein d'un système fondé sur une histoire tellement misogyne que ça leur arrive de quand même participer à l'oppression et à la souffrance des femmes, même sans le vouloir. Et j'imagine que c'est aussi le sens métaphorique du meurtre accidentel d'Emma par un Tommy qui voulait se protéger, et d'ailleurs je pense que c'est l'utilité principale de ce personnage. Je ne suis pas là pour analyser le personnage de Tommy, mais évidemment c'est intéressant de mettre tout ça en parallèle de son propre parcours de culpabilité et de rédemption. En tout cas, le film a l'intelligence de mettre en scène des personnages masculins positifs et sympathiques, parce que malheureusement, l'oppression systémique des femmes, depuis les chasses aux sorcières ou depuis toujours, dépasse largement le spectre manichéen des sales types et des types bien. Bref, Jane Doe est une synthèse efficace de la situation de la femme qui, souvent silenciée et dépourvue de pouvoir, doit trouver des moyens contournés de se battre pour elle-même. Ici, notre Jane Doe est immobile et muette et doit utiliser la sorcellerie pour arriver à ses fins. Je terminerai sur une idée qu'aborde Mona Chollet dans son livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes, sorti en 2018, selon laquelle le génocide des femmes pendant les chasses aux sorcières est encore très peu reconnu comme tel, ou en tout cas largement pris comme un objet de folklore plutôt fun. Et on traite rarement les autres génocides de l'histoire de cette manière. Encore une fois, le film observe un certain respect face à cette histoire en mettant l'accent sur les souffrances de Jane Doe et sur le fait qu'elle n'est devenue sorcière que parce qu'on a voulu la condamner comme telle. What if the ritual performed on an innocent accidentally created the very thing they were trying to destroy? D'où l'intérêt de mettre son nom dans le titre, comme si c'était son vrai nom. Alors que Jane Doe, c'est en fait le nom générique que l'on donne aux États-Unis aux cadavres de femmes dont on ignore la véritable identité. Jane Doe devient alors ici le soldat inconnu des chasses aux sorcières. Voilà, personnellement, je trouve que ce film, au-delà de sa grande efficacité, trouve des moyens originaux et intéressants de faire parler ce cadavre de sujets importants. Mettre Jane Doe au centre du film, c'est placer la souffrance des femmes accusées de sorcellerie au cœur du sujet, et par extension, sa qualité de cadavre immobile et muet entre les mains des hommes dénonce habilement les inégalités de notre société. Et tout ça en faisant flipper de ouf. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce film, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.